معليش نحطها. Alors bonjour tout le monde. On va commencer. Donc voilà, moi je suis Dr Wedef, je suis maître assistante en psychiatrie. Donc là, on va faire le dernier cours du module de psychologie médicale. Donc aujourd'hui, on va voir le fonctionnement de la personnalité. On va parler un peu du développement de la personnalité et après, donc, on va voir un peu le fonctionnement de cette personnalité. Donc l'objectif de ce cours, c'est on va décrire d'abord les dimensions de base de la personnalité, connaître les modalités de développement d'une personnalité et les principaux facteurs influençants, et connaître le fonctionnement mental et les différents mécanismes de défense. Donc là, c'est le plan. Donc comme définition, qu'est-ce que vous connaissez sur la personnalité? Alors c'est quoi une personnalité quand on vous dit personnalité? Non, rien. Très bien, spécifique d'une personne. Ça veut dire que c'est quelque chose d'unique. C'est-à-dire une personnalité, elle est unique. Quoi d'autre? Caractéristiques? Très bien, chaque personnalité a ses caractéristiques spécifiques et il n'existe pas deux personnalités identiques dans le monde. C'est-à-dire on a beau être 4 ou 5 milliards de personnes sur Terre, on trouvera jamais deux personnalités qui sont identiques. Donc chaque personnalité, elle est unique. Donc comme définition, c'est l'ensemble structuré des dispositions innées et des dispositions acquises. Inné, c'est-à-dire qu'on est né avec ces caractéristiques-là, et acquis, c'est quelque chose qu'on a acquéri au cours de notre développement, au cours de notre vie. Sous l'influence de l'éducation, des interrelations complexes de l'individu dans son milieu, de ses expériences présentes et passées, et de ses anticipations et ses projets. Donc tous ces facteurs-là influencent sur ces caractéristiques innées et l'acquis qui a été acquis par ces expériences, l'éducation, la société, l'environnement, tous ces facteurs-là. Donc la personnalité, c'est une unité intégrative, une structure stable, possédant une certaine constance. C'est-à-dire que la personnalité d'une personne, elle est constante. On a cette personnalité, on va avoir cette personnalité-là toute notre vie. C'est nos traits de caractère, c'est notre tempérament qui va rester comme ça toute notre vie. C'est notre façon de percevoir le monde, c'est notre façon de fonctionner qui est stable, c'est-à-dire elle n'est pas fluctuante. Ce n'est pas comme une maladie mentale où une personne était indemne, avait un fonctionnement et puis son fonctionnement s'est altéré et est devenu dysfonctionnel. Donc la personnalité, c'est quelque chose qui est stable. Une structure autonome et dynamique qui fait de chaque individu un sujet unique. Chaque personne est unique. Chaque personnalité est unique. Alors, les traits de personnalité, la notion de trait de personnalité. Donc, c'est la façon permanente de ressentir, percevoir et penser qui est propre à chaque individu et fonction du contexte de l'environnement. Les modalités relationnelles de la personne et le style de réaction et de traitement des informations. C'est-à-dire que chaque personnalité a sa façon de voir les choses. C'est ça les traits de personnalité. C'est notre mode de fonctionnement. La façon dont nous percevons l'environnement, dont nous ressentons les choses et notre façon de réagir face à des facteurs de stress, face à notre environnement et face à nos expériences. Donc, est-ce que c'est clair? La personnalité, donc, elle est constituée du tempérament, du caractère et de l'intelligence. Donc, le tempérament, c'est les aspects biologiques de la personnalité. Le caractère, aspect socio-culturel. L'intelligence, c'est l'aspect intellectuel d'une personne. Alors, le tempérament, c'est quoi? Donc, le tempérament d'une personne, on a dit que c'était la composante biologique. Donc, le tempérament d'une personne, c'est l'ensemble de tendances et de qualités que la nature nous donne à la naissance. Donc, ça, c'est ce qui est inné. Donc, c'est quelque chose avec laquelle nous sommes nés. Le tempérament, il est là, au fond de notre personnalité, au fond de nous. Et que nous découvrons au fur et à mesure que nous grandissons. Donc, théoriquement, on schématise 4 grands types de tempéraments. Il y a le tempérament flegmatique. Quelqu'un qui est flegmatique, donc c'est quelqu'un qui a tendance
être un peu fainéant, un peu retarder les choses, c'est-à-dire il a du mal à anticiper, du mal à initier. C'est un tempérament, c'est une façon de fonctionner, c'est sa façon d'être. Il y a le tempérament sanguin, donc c'est quelqu'un de jovial, de content, d'heureux, qui parle beaucoup, qui a un bon contact, de bonnes relations. Là, il y a le tempérament colérique. C'est quelqu'un qui se met facilement en colère, qui est colérique. Il y a le tempérament mélancolique, où c'est une personne qui a tendance à la tristesse. Donc c'est son tempérament. C'est quelqu'un de mélancolique, c'est-à-dire il a tout le temps il est tout le temps dans cet état d'esprit. Donc ça, c'était le tempérament. Après, on va voir le caractère. Le caractère, c'est quoi? Donc c'est la manière habituelle de réagir qui est propre à chaque personne. C'est le tempérament formé par la volonté, les événements vécus et les ambiances trouvées. Les caractères, par exemple, on dit quelqu'un, il est drôle. Là, il est drôle, donc c'est quelqu'un qui interagit de façon humoristique aux situations. Quelqu'un qui est, par exemple, qui est ambitieux. Quelqu'un qui est très optimiste. Donc ça, ce sont des traits de caractère. Contrairement au tempérament qui est inné, le caractère se manifeste dans des situations de la vie de la personne. Donc voilà, pour schématiser un peu, donc voilà le tempérament. Donc, qui est là, qui est au fond de notre personnalité, qui est caractérisé, schématisé par un iceberg. Donc, l'iceberg, là, en haut, donc, vous allez voir la partie qui est émergente, c'est-à-dire qui est à la surface. Là, c'est ce qui est apparent. C'est ce que les gens voient en nous. C'est notre comportement, c'est nos attitudes. Et là, c'est ce qui est enfui, qui est au fond de nous, avec lequel nous sommes nés. Et là, c'est l'influence de la génétique. C'est ça le tempérament, l'environnement, la culture, l'éducation, la religion, la société. Donc tous ces facteurs-là nous aident à former notre caractère qui va être à l'origine de nos attitudes et nos comportements apparents. Donc le caractère, en quelque sorte, c'est quelque chose d'acquis, contrairement au tempérament qui est inné. Est-ce que c'est clair ? Donc ça, c'était un peu pour parler de la personnalité, de ce que c'est qu'une personnalité, ce que c'est que les tempéraments, ce que c'est que les caractères. Donc là, on va voir le développement de la personnalité. Alors, le développement de la personnalité, comment une personnalité se forge, comment une personnalité se constitue. Donc, nous avons vu qu'il y a une part de génétique qui est là. Donc, il y a plusieurs théories, il y a plusieurs hypothèses qui contribuent à la formation, au développement de la personnalité. Donc, différentes théories ont proposé des modèles explicatifs du développement de la personnalité et de son fonctionnement. Donc, on va parler brièvement de chaque théorie. On a la théorie biologique, les théories psychanalytiques, psychodynamiques, les théories comportementales et cognitives et les théories socioculturelles. Alors, les facteurs biologiques, donc représentés par le patrimoine génétique. Donc, nous sommes d'accord qu'il y a une grande part de génétique qui est là et qui contribue à la formation de notre personnalité. C'est notre patrimoine génétique qui va faire de nous telle ou telle personnalité. Héréditaire et organochimique, donc il y a une part de l'hérédité qui passe par plusieurs étapes de maturation pour aboutir à un individu humain constitué. Donc les processus neurophysiologiques de développement, de maturation cérébrale déjà du fœtus, ça commence déjà en intra-utérin, les troubles de la grossesse, tous ces troubles-là peuvent être des facteurs qui vont influencer le développement de la personnalité d'un individu. Donc, inhérent à l'activité cérébrale, génétiquement déterminée, héréditaire et propre à l'individu. Mais la maturation cérébrale durant la vie intra-utérine et au-delà est soumise aux influences du milieu. Plus les stimulations sont riches, plus la maturation cérébrale est achevée. C'est-à-dire, c'est les processus aussi d'apprentissage, de stimulation cérébrale de l'enfant, du nourrisson, qui vont contribuer à la maturation cérébrale et au développement cérébrale de cette personne-là. Les théories psychanalytiques ou psychodynamiques, donc on va parler des théories de Freud. Alors Freud, donc c'est un psychanalyste, vous en avez déjà peut-être entendu parler.
Donc, pour la psychanalyse, la personnalité se constitue au travers des stades infantiles et placée sous le primat de l'inconscient. Le moi, on est la fonction intégrative. Le moi, on va le voir tout à l'heure. Donc, selon Freud, donc, le développement de la personnalité se fait à travers de stades libidinaux. C'est un développement en quelque sorte sexuel. C'est les stades de développement de la personnalité selon Freud. Donc, on passe par le stade oral, qui va jusqu'à 18 mois, le stade anal, de 18 mois à 3 ans, le stade phallique, ou bien oedipien, qui varie de 3 à 7 ans, une période de latence, entre 7, 8, 9 ans, et le stade génital qui correspond à l'adolescence. Donc ça, c'est les principaux stades de développement de la personnalité selon Freud. Alors, le stade oral, donc de la naissance à 18 mois. Alors, ce stade-là est dit oral parce que le plaisir passe par la bouche. C'est-à-dire, c'est le plaisir de l'enfant, la satisfaction de ses besoins passe par la bouche. C'est pour cela qu'on dit que c'est le stade oral. Le foyer du plaisir, donc, c'est la bouche, sucer, embrasser, mordre, donc tout passe par la bouche. Vous remarquez qu'un nouveau-né, un enfant, donc il met tout dans sa bouche. Donc, érotisation de cette zone-là. Passage de l'indifférenciation du monde extérieur à la perception de la mère en tant qu'autre. À ce stade-là, l'enfant ne différencie pas sa propre personne du monde extérieur, de sa mère. Donc, pour lui et sa mère ne font qu'un. C'est-à-dire, il ne différencie pas les autres objets qui l'entourent. Et c'est à ce stade-là qu'il va commencer à faire la différence entre lui, il va se reconnaître en tant que lui ne fait pas partie de sa mère. C'est-à-dire, il va différencier, il y aura cette différence-là. Mais à ce stade-là, au stade oral, donc il n'y a pas encore cette indifférenciation. Le stade anal, donc il va de 1 an à 3 ans. Alors là, c'est autre chose. Le stade oral, donc le plaisir passe par la bouche. Mais là, dans le stade anal, le foyer du plaisir, c'est l'anus. Donc c'est là que l'enfant apprend à devenir propre, à retenir ses matières fécales et à déféquer. Donc il va apprendre à contrôler son sphincter anal. Donc là, c'est le plaisir qui va passer par cette zone-là. Et puis, donc, le stade oedipien. Le stade oedipien, donc le stade Oedipe, donc Oedipe, c'est un personnage mythique. Donc il est attribué c'est quelqu'un qui a tué, c'est un patricide, c'est-à-dire il a tué son père, il a épousé sa mère. Donc dans la mythologie, c'est quelqu'un qui a on a prédit qu'il allait tuer son père, épouser sa mère. Donc cet enfant a été rejeté par sa famille. Et au fil des années, donc il s'est rendu compte, il a compris quand il a su qu'il allait faire ça, donc il a voulu échapper à ses parents, alors que ce n'étaient pas ses vrais parents. Et comme par hasard, il s'est retrouvé avec sa vraie mère et son vrai père, donc il s'est retrouvé face à son père, il l'a tué, il a épousé sa mère. Donc c'est pour dire que ça parle un peu d'inceste. Donc, c'est des relations qui sont incestueuses. L'enfant amoureux de sa mère, le garçon amoureux de sa mère, ayant des sentiments opposés à l'égard de son père. Donc, c'est à ce stade-là, c'est environ entre 3 et 7 ans que se situe cette phase-là, inaugurée par la prise de conscience du sexe. Donc, c'est à cet âge-là que l'enfant découvre que c'est un garçon, quand il va éprouver du plaisir à se dénuder et à regarder ses parties génitales. Il va se rendre compte que la fille n'a pas de pénis, alors que lui, il en a un. Donc c'est là qu'il va se rendre compte, c'est la prise de conscience de la sexualité, en quelque sorte, des organes génitaux. Donc, le foyer du plaisir se centre sur les parties génitales. La masturbation à ces âges est assez commune. Donc, on trouve souvent les enfants, les petits garçons qui aiment aller dans le bain, se regarder, toucher un peu leurs organes génitaux. C'est une découverte. Donc, ils découvrent ça. Et à ce stade-là, donc, va se former un sentiment d'amour envers la maman pour les garçons. Et les filles, donc, elles sont amoureuses de leur papa.
Donc, c'est le sentiment, le fait d'être attiré par le parent du sexe opposé et le sentiment de rivalité avec le parent du même sexe. Donc, le stade oedipien met en jeu les mécanismes différents selon le sexe. Donc, le garçon, le désir premier est resté l'objet de la mère, et aussi, c'est là que qu'on peut voir l'angoisse de castration, c'est-à-dire le garçon qui a peur qu'on lui enlève aussi son pénis. C'est l'angoisse d'être castré. Chez la fille, donc, ressentiment vis-à-vis de la mère qui ne lui a pas donné le pénis. Donc ça, c'est les explications psychanalytiques de Freud. L'interdit de l'inceste, c'est-à-dire c'est tabou. Au bout d'un certain moment, donc, l'enfant va arriver à un âge où il va comprendre que c'est tabou, il va comprendre ce que c'est qu'un inceste, il va comprendre que ça, c'est pas normal. Donc c'est là que va se situer la fin de cette phase-là. Et permet donc l'identification aux parents du même sexe. Donc là, c'est la fin de ce tabou d'amour envers la mère. Et là, par exemple, le garçon va s'identifier à son père. C'est-à-dire c'est là qu'il va s'habiller comme son père, il va essayer de faire la même chose que fait son père. Donc ça, c'est le stade oedipien. La période de latence, donc suite à ces périodes-là, il va situer une période de latence. Donc là, c'est l'accalmie, désinvestissement des intérêts oedipiens et orientation vers le monde extérieur. Donc là, l'enfant va se consacrer à sa vie sociale, à ses amis, à sa scolarité. Donc il y aura un peu un abandon de ses pulsions sexuelles. L'adolescence, donc là, il va y avoir une réactivation des intérêts sexuels du fait de la maturation physiologique. Donc là, physiologiquement, l'enfant, il devient adulte, donc il y a une accentuation des appareils génitaux, donc il y a des signes de puberté qui sont là, donc qui vont contribuer à la réactivation de ses intérêts sexuels, engagement dans une sexualité adulte, reconnaissance de l'autre et construction d'un projet de vie autonome. L'identité sexuelle d'homme ou de femme se réaffirme. Donc c'est là que c'est à l'adolescence que l'affirmation « je suis un homme, je suis une femme » et à ce stade-là que va se constituer la personnalité. C'est à la fin de l'adolescence que va se forger, va se constituer la vraie personnalité de la personne qu'il va garder toute sa vie. Donc ça, c'était la théorie psychanalytique. Est-ce que c'est clair ? Donc là, on va parler un peu des théories comportementales. Théorie comportementale, alors selon les comportementalistes, on dit que les comportements ont été acquis. C'est-à-dire, notre comportement, notre attitude, notre façon d'être a été apprise. En quelque sorte, on a appris ce comportement-là par différentes façons, mais ça a été appris. Alors là, on va faire référence à Ivan Pavlov. Donc, vous savez qui c'est Pavlov? Vous connaissez l'expérience de Pavlov? Donc là, vous avez tous fait ça au lycée. Donc là, c'est Pavlov. Donc il avait un chien. Donc il lui montrait un bout de viande. Et à chaque fois qu'il sonnait une cloche, et à chaque fois qu'il sonnait la cloche, il lui donnait à manger. Donc au bout d'un certain moment, lorsqu'il a répété ce comportement-là plusieurs fois, donc le chien automatiquement, lorsqu'il entend le son de la cloche, il va commencer à saliver. Il attend son bout de viande. Donc, il a appris ce comportement. Donc, il a attribué le son de la cloche à la nourriture. Donc, c'est un comportement qui a été appris. Donc, ça, c'est ce qui est à l'origine de réflexes conditionnés. C'est-à-dire que lorsque... alors ça se manifeste dans notre vie quotidienne. Quand on a l'habitude de faire quelque chose, donc au bout d'un certain moment, on va adopter des comportements liés à ces comportements-là. Par exemple, vous entendez le marchand qui vient klaxonner chaque matin devant chez vous. Donc, c'est à cette heure-là que vous êtes censé vous habiller et sortir.
Donc, le premier jour, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, un jour férié, donc ce marchand est venu klaxonner, donc automatiquement, vous vous êtes levé et vous vous êtes habillé pour sortir. Ça, c'est un réflexe. Donc, c'est un conditionnement qui a été inculqué. Alors, est-ce que c'est clair? Donc, la personnalité, c'est l'ensemble des comportements observables. Nous sommes ce que nous faisons. Donc, selon les comportementalistes, donc nous sommes, notre personnalité, c'est notre comportement. Notre comportement reflète notre personnalité. Elle est le résultat des habitudes acquises au cours du développement. L'habitude, donc, c'est le lien entre la réponse et le stimulus. L'acquisition des habitudes est le fait de l'apprentissage. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire, le fait d'apprendre un comportement, d'apprendre une habitude. Ce comportement-là va faire de nous ce que nous sommes. Répéter les mêmes comportements et les mêmes habitudes. L'apprentissage par conditionnement opérant modelage du comportement par le renforcement positif ou négatif. Alors, il y a un autre type d'apprentissage, c'est l'apprentissage par la récompense ou bien la punition. C'est le renforcement positif et le renforcement négatif. Un renforcement positif, par exemple, c'est le fait d'être gratifié pour une action. Si, par exemple, je sors ramasser des déchets dehors, il y a les voisins qui viennent me dire « Félicitations, tu as bien fait, c'est très bien ce que tu as fait, donc les gens vont être gentils avec moi. » Ça, c'est un renforcement positif. Je vais refaire cette action-là. Par contre, si je sors et si je jette je ramasse et qu'il y a un renforcement qui est négatif, c'est-à-dire les personnes viennent me dire qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu as fait ça, et ça ne sert à rien, pourquoi tu te casses la tête, et quelqu'un vient insulter cette personne, pourquoi tu ramasses tout ça. Donc ça, c'est un renforcement qui est négatif. Automatiquement, on ne va plus refaire ce comportement-là. Donc, les théories cognitives de la personnalité, le cognitivisme fait référence aux cognitions. Cognition, c'est les pensées, c'est les idées. Il met l'accent sur les processus de pensée, contenu et mécanismes de la pensée. Les comportements sont déterminés par les représentations mentales de soi et de l'environnement. Donc, tout dépend de nos représentations de notre environnement. Les théories socioculturelles, l'environnement social et culturel est un facteur déterminant de l'organisation de la personnalité. Celui-ci détermine le mode de vie, des lois sociales, des échanges, de la transmission des valeurs collectives entre les membres. C'est la transmission culturelle. Donc c'est l'environnement, c'est la société, c'est la culture, c'est la religion, c'est l'éducation qui va faire de nous ce que nous sommes. Donc ça, c'était je vous ai juste mis les grands chapitres. Donc, on n'a pas détaillé les théories psychologiques, d'attachement et tout, mais c'est juste pour comprendre le développement, les différentes théories du développement de la personnalité. Donc, on a la biologie, la société, la psychanalyse qui va expliquer ça selon des stades de développement, et les théories comportementales. Est-ce que c'est clair? Donc là, le fonctionnement mental. Alors, il y a plusieurs topics, toujours selon Freud. Donc, dans la théorie psychanalytique, le fonctionnement psychique est tributaire d'un modèle théorique basé sur deux topiques successives. Alors, on a la première topique, repose sur le conscient et l'inconscient. Donc, l'appareil psychique, selon Freud, est divisé en deux parties. L'une consciente, c'est-à-dire en relation avec la réalité, et l'autre inconsciente, constituée par le refoulé qui exerce une action sur le conscient, mais d'une manière déguisée, car le refoulé est censuré par la conscience et ne peut émerger que sous forme méconnaissable. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? Donc, on a une partie de nous, de notre fonctionnement, une partie de nous qui est consciente et une partie qui est inconsciente. L'inconscient, il est constitué par tout ce qui est refoulé. Des expériences honteuses, des souvenirs douloureux, des sentiments de culpabilité, donc qui sont là, qui sont enfouis à l'intérieur de nous. Refoulé, c'est-à-dire on va le mettre au fond et on ne va plus en parler. Donc là, par exemple, il va prendre ce refoulé-là, va prendre conscience sous une forme déguisée. Par exemple, une fille, par exemple, qui déteste les hommes barbus, par exemple.
J'ai rien contre les barbus. Donc, une fille qui déteste les hommes barbus. Mais elle ne sait pas pourquoi. Alors là, quand on va chercher, donc au fond, quand elle était petite, elle a été violée par quelqu'un qui était barbu. Elle ne s'en souvient pas, elle n'en parle pas. Ça a été refoulé au fond de son inconscient et ça a pris forme sous une forme déguisée. Donc c'est ça, donc ce qui est conscient, c'est le sentiment de haine envers les barbus, et ce qui est refoulé, donc c'est le sentiment de honte, de gêne par rapport, de douleur par rapport à ce qui lui est arrivé. Donc voilà, tout ce qui est conscient, c'est nos pensées, c'est nos perceptions. C'est comme l'iceberg que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est tout ce qui est apparent, notre comportement, notre attitude, nos sentiments que nous avons actuellement. Donc ça, c'est ce qui est conscient, qu'est-ce qui est apparent. Ce qui est inconscient, c'est les pulsions violentes, c'est les pensées immorales, c'est les peurs, c'est les expériences honteuses, c'est les désirs irrationnels, les besoins intéressés et tous les besoins en général. Donc ça, c'est ce qui est refoulé. C'est ce qui est au fond de notre inconscient. Donc ça, c'était la première topique de Freud. Donc cependant, Freud n'a pas pu expliquer le bon fonctionnement mental suivant ces deux topiques. Donc il a créé une deuxième topique. Donc il a élaboré donc une deuxième topique reposant sur le moi, le ça et le surmoi. Alors le surmoi, il représente la structure morale. Vous savez ce que vous en avez déjà entendu parler? Jamais. Donc le surmoi représente la structure morale d'une personne, c'est-à-dire le lieu intérieur, psychique, où réside la notion du bien et du mal, et celle de la punition et de la récompense. Il est héritier de l'autorité parentale. Par l'action du surmoi, le sujet se trouve tiraillé par les interdits, les pressions, le sentiment de culpabilité qui en émerge. Ainsi, l'individu est en quelque sorte sévèrement et parfois même impitoyablement tiré vers le haut, vers ce qui est noble, pur et parfait. Le surmoi, qui est une instance contrôlante et inhibitrice, crée alors une tension avec le ça. Donc le surmoi, c'est l'instance qui essaie toujours de nous tirer vers le haut. Donc on a hérité ça de l'éducation, de l'autorité parentale. C'est là où réside le bien et le mal. Il faut bien se conduire, il ne faut pas insulter les gens, il faut être aimable avec les gens, il ne faut pas faire. Donc c'est des règles qu'on doit respecter qui sont là au fond de nous. Et puis le ça. Le ça, donc, représente l'ensemble des pulsions et désirs du sujet qui se rapprochent du besoin biologique et vise à satisfaire ces pulsions sans tenir compte de la réalité. Il est régi par le principe du plaisir. Il nous incite à dépasser les interactions et les tabous du surmoi. Donc le ça, c'est tout le contraire. C'est tout ce qui est pulsion, tout ce qui est interdit. J'ai envie de frapper cette personne, j'ai envie de casser la vitre, j'ai envie de me dévêtir. Donc c'est toutes les pulsions qui sont là. Mais le surmoi nous interdit tout ça. Et puis, il vient le moi. Donc le moi, c'est l'arbitre qui va trancher entre ces deux instances-là. Il représente la force qui arbitre entre le ça et le surmoi et propose le compromis. Pour cela, il dispose d'un arsenal de mécanismes de défense contre l'anxiété qui découle de l'affrontement du ça et du surmoi. Donc le moi, c'est lui qui va choisir. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Donc par exemple, là, vous avez un cours à 13h. À 13h, il fait beau, il y a un beau soleil. Donc, votre ça, le ça, va vous dire, n'assiste pas. Va sortir, va faire un tour à la plage, va faire tes courses, reste dehors, profite du soleil. Pourquoi assister à un cours de psychologie médicale à 13h de l'après-midi? Franchement, c'est votre ça. Et puis le surmoi. Ah non, moi je dois assister. Si je n'assiste pas, je ne vais pas bien comprendre le cours et je ne vais pas avoir une bonne note. Il faut quand même, la psychologie médicale c'est important, il faut que je comprenne. Sinon, si je n'assiste pas, je ne vais pas bien comprendre mon cours. J'ai été éduquée comme ça, je dois assister à tous mes cours. Donc c'est votre surmoi.
Et votre moi, donc il est entre les deux. Donc c'est lui qui va trancher. Donc vous avez choisi d'assister. Il y en a qui n'ont pas assisté. Donc c'est leur ça qui l'a emporté. Donc voilà, donc il y a la pression de la société, l'éducation, la religion, tout. Il ne faut pas faire cela. Le surmoi, il vous dit, je ne dois pas le faire. Le ça, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, il faut que je le fasse. C'est les pulsions, il faut que je le fasse. Et puis le moi, ok, ça passe, je fais ce que je veux, ou bien ça casse, donc je ne peux pas le faire et c'est pas possible. Je fais ce que le surmoi veut. Donc là, pour comprendre un peu, ces trois instances. Le moi qui est un arbitre. Mais le moi, quand il va arbitrer entre tout ça, donc il va se retrouver dans une situation quand même qui est anxieuse et ça va créer une certaine tension. Mais pour remédier à cette tension-là, le moi va adopter certains mécanismes de défense qui sont automatiques et qui font partie de notre fonctionnement normal. C'est ce qui fait que cette personne réagisse comme ça à cette situation et l'autre non. Donc ce sont des mécanismes de défense adoptés par le moi pour remédier un peu l'anxiété qui est exercée par le surmoi et le ça. Donc, ainsi, en fonction de ces tiraillements du surmoi, du ça et des exigences de la réalité, le sujet confronté à une menace interne ou externe, à son intégrité psychologique, il cherche à se défendre. Donc, le moi cherche à se protéger et à se défendre. Pour se prémunir contre le stress, l'anxiété, une perte de l'image de soi, un conflit ou toute autre menace, il met en place par l'intermédiaire du moi des mécanismes, des pensées, des sentiments et des comportements, le plus souvent inconscients. Donc les mécanismes de défense peuvent être des pensées, des comportements, des sentiments qui sont inconscients. Ce n'est pas quelque chose de pathologique, mais c'est quelque chose d'inconscient que nous faisons sans réfléchir. Pour se cacher de la réalité, pour l'oublier, la minimiser, la déformer ou la rejeter sur quelqu'un d'autre. Ce sont les défenses qu'il va ériger pour se protéger. Alors, c'est quoi les mécanismes de défense? Donc, la définition qui leur était donnée et qui perdure les définit comme des processus de défense élaborés par le moi sous la pression du surmoi et de la réalité extérieure qui permettent de lutter contre l'angoisse. Ainsi, l'esprit humain, dans sa fécondité, élabore ces moyens qui lui permettent de continuer à fonctionner malgré les difficultés et les embûches de la vie en société. Donc, vous comprenez un peu ce que c'est que les mécanismes de défense. Donc, c'est quelque chose qui va nous aider à nous protéger contre ces pulsions, contre ces angoisses et contre ce stress. Donc, ils deviennent, ce n'est pas pathologique, ce n'est pas quelque chose de pathologique, mais par contre, ils deviennent pathologiques quand ils sont utilisés de manière permanente et qu'ils gênent le fonctionnement mental. Lorsque ces mécanismes de défense gênent notre fonctionnement et gênent notre quotidien, donc c'est là qu'ils deviennent pathologiques. Il ne permet plus au sujet de s'adapter à la situation angoissante, lorsqu'ils ne peuvent plus aider la personne à s'adapter aux situations qui sont angoissantes et qui sont stressantes. Les mécanismes de défense ne sont pas pathologiques, ils sont inconscients et présents chez tous les individus. Donc, c'est un instinct de survie. Ainsi, l'homme parvient à conserver son intégrité en dépit des contraintes qui lui sont extérieures. Donc, les différents mécanismes de défense, on va voir quelques mécanismes de défense pour que vous puissiez un peu comprendre, un peu visualiser les choses. Donc, le refoulement, on en a déjà parlé. Donc, c'est le fait de maintenir dans l'inconscient des représentations liées à une pulsion gênante. Les représentations se voient refuser l'accès au conscient, il essaie d'éviter le déplaisir, il est le mécanisme de défense par excellence. Donc ce mécanisme existe chez tous les individus, on a tous ce mécanisme-là de refoulement. Le refoulement donc nous permet de ne pas être toujours dans la pulsion, mais d'être aussi dans la réflexion. Donc le refoulement c'est clair. La sublimation, alors la sublimation c'est quoi? Consiste à dévier une pulsion vers un but non sexuel mais sur des objets valorisés socialement. Alors par exemple,
Sublimation, alors là, vous avez assisté au cours, mais quand même, il fait beau et vous avez vraiment envie de sortir. Et vous regrettez un peu, il y a un sentiment de regret par rapport à ce que vous n'avez pas pu faire. Quand même, j'aurais dû sortir, j'aurais dû rejoindre ma copine, j'aurais dû aller à la plage, pour qu'est-ce que je fais ici? Donc, il y a ce sentiment de culpabilité donc, qui crée une certaine tension. Donc là, le moi va se prémunir contre cette anxiété, il va sublimer. Sublimer, c'est le fait de profiter du cours, d'essayer de bien comprendre les choses, de bien faire les choses. Vous allez faire quelque chose de positif. Un autre exemple de sublimation, par exemple là, vous avez eu une mauvaise note, vous êtes angoissé, vous culpabilisez parce que vous n'avez pas bien révisé, et vous rentrez à la maison, vous n'êtes vraiment pas bien, vous êtes anxieux, donc vous allez ranger votre chambre, faire le nettoyage, faire le ménage. Donc vous allez sublimer, c'est-à-dire faire quelque chose de valorisé socialement, quelque chose de bien. Est-ce que c'est clair? Et puis on a l'identification. C'est clair, vous n'avez pas de questions? L'identification, donc c'est un mécanisme où la personne adopte inconsciemment les caractéristiques de la personnalité de quelqu'un d'autre qu'elle admire. Un enfant qui s'habille comme son père, un garçon qui veut mettre le même parfum que son père, qui veut mettre les mêmes chaussures, la même couleur de chaussures que son père, une fille qui fait la même chose que sa mère. Et ça se fait de manière inconsciente. Donc inconsciemment, nous faisons ça. Identification à une amie, à une copine, donc inconsciemment, on se retrouve à parler de la même façon que cette personne-là. Quand on fréquente quelqu'un pendant une longue période, donc on se retrouve à parler comme lui. Donc c'est une identification. Et puis on a la condensation. Donc la condensation, elle consiste à concentrer une représentation inconsciente gênante dans une autre série de représentations moins gênantes. On le retrouve dans le rêve. Par exemple, dans le rêve, donc on a vécu une situation stressante pendant la journée, on va rêver, donc ça va se manifester dans nos rêves. Des fantasmes, quelqu'un qui ressent une attirance vers une autre personne avec laquelle on ne peut pas, c'est socialement impossible, donc il va fantasmer sur cette personne sous forme de rêve. Donc ça, c'est la condensation. L'annulation rétroactive, donc elle consiste à faire en sorte qu'une pensée, une parole ou un comportement passé n'ait pas eu lieu. Il utilise pour cela une pensée, une parole ou un comportement ayant une signification opposée. Il est remplacé par son contraire qui est plus acceptable. Alors par exemple, j'étais un peu énervée, donc j'ai mal parlé à ma copine, vraiment, elle est venue me parler et elle avait vraiment besoin que je l'écoute, je ne l'ai pas écoutée, je l'ai remballée. Mais ça va créer un sentiment de culpabilité par rapport à ce que j'ai fait. Je culpabilise par rapport à ça. Le mécanisme de défense que je vais adopter, je vais être très gentille avec elle le lendemain. Je vais vraiment lui payer le déjeuner, je vais lui acheter des bonbons. Donc, je vais être très gentille avec elle. Donc, c'est une annulation rétroactive. C'est le fait d'annuler, en quelque sorte, l'action qui a été faite et qui est à l'origine d'un sentiment de culpabilité. Est-ce que c'est clair? Après, donc, on a la formation réactionnelle. Elle consiste à réaliser des conduites allant à l'opposé du désir refoulé. Alors, la formation réactionnelle donc, consiste à réaliser des conduites allant à l'opposé du désir refoulé. Alors, par exemple, quelqu'un formation réactionnelle, alors là, une personne, je déteste cette personne-là. Vraiment, je la hais, je ne la supporte pas, j'ai un sentiment de haine envers cette personne-là. Mais mon comportement avec cette personne, je suis très polie, je suis excessivement polie envers cette personne. Donc, je réagis d'une manière à l'opposé de ce que je ressens réellement. Donc ça, c'est une formation réactionnelle. Quelqu'un, dans l'histoire, on a parlé de... Il y a quelqu'un qui a été décrit dans la littérature, donc c'est un enfant dont le père le martyrisait. Donc il avait très très peur de son père.
Le sentiment, c'est la haine et la peur du papa. Mais cette personne-là est très protecteur envers son père. La nuit, quand le papa n'est pas rentré, il est très inquiet envers lui. Donc, il développe cette inquiétude excessive envers ce père-là. Donc, ça, c'est la formation réactionnelle. L'isolation donc consiste à mettre à l'écart une pensée ou un comportement gênant de façon à ce que représentation soit dépouillée de son affect. C'est-à-dire que là, j'ai vécu une situation qui est honteuse. Par exemple, j'ai mal parlé à une personne, vraiment je l'ai blessée, je sais que j'ai blessé cette personne et ça crée un sentiment de culpabilité. Donc, je vais complètement isoler ça. Je vais parler de ça, mais sans aucun ressentiment. Donc, je vais l'isoler, je vais la dénuer de son affect. Donc, c'est enlever l'affect face à cette situation-là. La régression, donc, c'est un mécanisme où la personne retourne à une étape antérieure de son développement, jugée plus confortable et émotionnellement plus sécurisante. Donc là, on voit ça, la régression aussi chez les personnes qui sont malades. Vous avez fait ça, je pense. Donc, quand on est malade, on a tendance à régresser, c'est-à-dire à se comporter comme un enfant. J'ai une grippe, je veux que ma maman me ramène la soupe dans mon lit, je veux qu'elle me couvre, qu'elle me couvre, qu'elle soit à côté de moi, comme si j'étais un enfant. Donc, on va régresser à un stade où on s'est senti vraiment en sécurité. Le déplacement, c'est le mécanisme de défense principal. Il consiste à détacher l'affect lié à une représentation inconsciente afin de le lier à d'autres représentations moins gênantes et qui semblent ne pas avoir de lien avec la première représentation. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? Par exemple, vous avez eu une mauvaise note. Vous avez eu une très mauvaise note en psychologie médicale. Donc là, vous avez eu une mauvaise note parce que vous n'avez pas révisé et vous n'avez pas assisté au cours. Donc ça, c'est la vraie raison pourquoi vous n'avez pas eu une bonne note. Mais vous n'allez pas reconnaître cet échec-là. Vous avez du mal à reconnaître que vous allez culpabiliser parce que vous n'avez pas bien révisé. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Ce n'est pas de ma faute, c'est le prof qui n'a pas bien expliqué. C'est le prof qui est nul. Donc là, ce n'est pas de ma faute. Donc, vous allez déplacer cet affect-là sur quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça le déplacement. Le déni, donc, il consiste à refuser la réalité d'un acte, d'une pensée ou d'un événement. Alors là, le déni, c'est le premier stade du deuil. Quand on perd quelqu'un de proche, la première réaction, non, c'est pas vrai. J'arrive pas à le croire, ce n'est pas vrai. Et puis, on trouve la personne, la famille du défunt qui garde ses vêtements, qui garde sa chambre, qui garde tous ces objets tels qu'ils sont. C'est le déni, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir accepter la réalité. Et puis, on a la projection. Alors, la projection consiste à attribuer à autrui des pensées et des affects qui lui appartiennent au sujet. Il ne peut pas les accepter comme étant les siens, alors il va les rejeter à l'extérieur. C'est ce que l'on retrouve dans la jalousie. Alors, par exemple, dans la jalousie, dans les délires paranoïaques que vous allez voir en 5e année, dans quelqu'un qui est excessivement jaloux, donc là, c'est quelqu'un qui a ses propres sentiments, c'est-à-dire il a vraiment envie d'avoir une maîtresse ou bien d'avoir une autre relation. Il a ce sentiment d'infidélité. Il a cette envie d'infidélité. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va projeter ça sur sa partenaire. C'est toi qui as un amant, c'est toi qui veux me tromper, c'est toi qui fait ces choses-là. Donc ça, c'est la projection. C'est le fait d'attribuer ses propres sentiments et de les mettre sur quelqu'un d'autre. Pardon? Paranoïa. Alors, la paranoïa, juste entre parenthèses, la paranoïa, c'est une maladie psychiatrique où la personne développe un délire bien systématisé, c'est-à-dire la personne est convaincue de quelque chose qui est fausse, mais son délire, il est bien systématisé. C'est-à-dire un délire qui est logique, qui est un mécanisme interprétatif.
le principal thème, on trouve par exemple la jalousie. La jalousie chez le paranoïaque, c'est une personne qui est convaincue que sa femme le trompe. Parce qu'elle a mis pourquoi il le sait, il est convaincu, c'est quoi le mécanisme interprétatif. Il dit parce que quand je suis sortie, elle a éteint l'interrupteur 3 fois, elle a lancé un appel à son amant pour qu'il rentre. Parce qu'elle s'est habillée en rouge pour rencontrer son amant. Donc un mécanisme interprétatif et qui est convaincu. C'est une maladie psychiatrique. Mais là, c'est juste pour vous expliquer le mécanisme de la projection, c'est lui qu'on retrouve dans la paranoïa. C'est un mécanisme qui est dysfonctionnel, qui est rigide. On a dit que les mécanismes deviennent pathologiques lorsqu'ils sont répétés et lorsqu'ils ne contribuent pas à améliorer le fonctionnement. Donc dans la paranoïa, ce mécanisme-là, il est défaillant. L'intellectualisation, donc recours à l'abstraction et à la généralisation face à une situation conflictuelle qui angoisserait trop le sujet s'il reconnaissait y être personnellement impliqué. C'est-à-dire que là, l'intellectualisation, c'est qu'une personne a vécu, par exemple, j'ai fait un accident de voiture parce que j'avais mon portable en main. C'est de ma faute, mais je ne vais pas reconnaître ça. Donc, je vais dire, oui, j'ai eu un accident parce que le pneu, il était pas bien gonflé. Normalement, il doit être à ça. Et là, il est diminué. Et le moteur, il avait un problème. Donc, je vais parler des détails techniques. Je vais en quelque sorte parler de détails techniques pour ne pas être confronté à ce sentiment de culpabilité et d'anxiété. Le déplacement, c'est autre chose. Déplacement, par exemple, quelqu'un m'a énervé, j'étais énervée au travail, j'avais un problème, et puis là, je viens me défouler sur toi. Donc, je déplace ce sentiment sur quelqu'un d'autre. Mais l'intellectualisation, c'est autre chose. C'est expliquer, donner des explications abstraites. Je vais dire, oui, ça arrive, le terrain est glissant, je vais expliquer, donner vraiment des explications. La rationalisation, s'il vous plaît, c'est une justification logique mais artificielle qui camoufle à l'insu de celui qui l'utilise les vrais motifs de certains de ses jugements, de ses conduites, de ses sentiments, car ces motifs véritables ne pourraient être reconnus sans anxiété. Alors, par exemple, s'il vous plaît, alors la rationalisation, par exemple, là, vous voyez votre voisin qui est en train de frapper son fils. Vraiment, il a frappé d'une manière méchante. Il a frappé vraiment méchamment. Vous lui faites la remarque, pourquoi vous l'avez frappé quand même, il est petit? Eh bien, cet homme-là va se justifier, va rationaliser, il va donner une explication logique. Il va vous dire, oui, c'est comme ça qu'on éduque les enfants. Il a besoin de correction. Donc, il a donné une explication logique. Il a rationalisé son comportement. Parce qu'au fond, c'est pour cacher ce sentiment de culpabilité par rapport au fait de frapper son fils. Alors, ça, c'est les principaux mécanismes de défense. Je ne vous ai pas mis l'autre cours. J'avais des petits cas cliniques. Vous voulez qu'on fasse les...